Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur les 5 enseignements à retenir de la première partie de saison du FC Barcelone et surtout en particulier de cette victoire 7-0 contre le Real Valladolid. C'est une victoire qui nous a fait tous plaisir, donc on va essayer de revenir à froid sur tout ça et également sur la première partie de saison du Barça en général, en essayant également au maximum de ne pas s'enflammer parce que là, on a juste 4 points d'avance sur le Real Madrid qui vient de se relancer en Liga. Mbappé a marqué et tout ça. Donc, on va essayer de ne pas s'enflammer. On va juste analyser les trucs sur le moment. On va donc commencer tout de suite sans perdre de temps par le premier enseignement à retenir de cette première partie de saison du FC Barcelone qui est tout simplement Monsieur Hansi Flick. Alors, à part lui, je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire d'autre dans ce premier enseignement parce que il résume tout en fait à lui tout seul. Déjà, quand il a cet effectif-là, je vais vous mettre l'effectif du Barça là à l'écran. Avec cet effectif-là, tu es là, tu fais un 4 sur 4 en Liga 7. Tu n'as pas encore commencé à enchaîner avec les matchs où on va voir les limites de l'effectif. Mais là, avec cet effectif-là, tu fais déjà un 4 sur 4 en Liga en ayant un calendrier aussi compliqué. Match à l'extérieur contre Valence, match à domicile contre Bilbao, match à l'extérieur contre le Rayo Vallecano et match à domicile contre le Valladolid. Et tu fais un 4-4 comme ça, en sachant que le Real Madrid qui a fait un mercato beaucoup plus fourni que toi a déjà perdu 4 points. Franchement, c'est très très fort. Et bon, j'aimerais revenir sur un truc en particulier concernant Hansi Flick. La vérité, c'est que le début de saison de Hansi Flick fait oublier à certains le travail que Xavi a fourni. Parce que là, je vois beaucoup de personnes remettre quand même en question Xavi. Il ne savait pas utiliser Rafinha. Hansi Flick sait mieux utiliser Rafinha que lui et tout. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parce que quand Xavi arrive, l'équipe est dans un état catastrophique. Et c'est lui qui prend cette équipe-là et qui essaie de la façonner. Rafinha, c'est lui qui l'amène. Koundé, c'est lui qui l'amène. Lewandowski, c'est lui qui l'amène. En quelque sorte, tu veux dire, il a posé les bases déjà pour un nouvel entraîneur. À l'image de Jürgen Klopp qui a posé les bases pour un Ancelotti, c'est différent parce que c'est une équipe beaucoup plus compétitive. Mais Xavi a quand même posé les bases de cette équipe-là pour Hansi Flick avec tous ces joueurs-là dont je viens de parler. Et en plus, des jeunes qu'il a lancés également. Lamine Yamal, Pau Kubasi. Bref, tous ces petits jeunes-là qu'il a lancés servent de base aujourd'hui à monsieur Hansi Flick qui essaie de les utiliser. Même Rafinha, dans son poste de faux ailier gauche qui est dans le demi-espace gauche. Tout ça, c'est Xavi qui a rétabli ça avec lui parce qu'au fil de la saison, il s'est rendu compte que Rafinha, c'est pas un ailier qui colle la ligne et tout. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer le travail de Hansi Flick, bien sûr, loin de là. Mais j'essaie quand même de faire comprendre que Xavi a posé quand même de bonnes bases pour que Hansi Flick puisse profiter de son travail et essayer maintenant d'apporter sa patte. Parce que à un ou deux joueurs près, on a pratiquement le même effectif que l'année passée. On a même perdu en qualité, on a gagné Olmo, mais en vrai, l'effectif n'est pas si différent que ça. Donc, ce qui a changé avec Flick, pour moi, c'est peut-être la mentalité, c'est peut-être le discours de l'entraîneur qui se focalise toujours sur ce qu'il peut contrôler. Lorsque Olmo n'a pas été inscrit, il n'a pas pleuré, il n'a pas dit non, on n'a pas de joueurs et tout et tout. Donc, c'est plus un problème de mentalité, c'est plus un nouveau discours dans le vestiaire aussi qui a apporté ce nouveau souffle là avec le Barça. Et je voyais des trucs que je n'ai jamais vus avec le Barça. On menait déjà 3-0 à la pause, mais on revient sur le terrain. Lewandowski rappelle les joueurs, il remobilise les troupes. Ça, c'est des images qu'on n'a pas vues avant. Et quand le Barça menait avec ce score-là, rarement ils attaquaient finalement en deuxième mi-temps, rarement ils allaient mettre autant d'intensité, même jusqu'à la fin du match. Donc, je pense que il faut quand même reconnaître que Xavi a posé de bonnes bases pour Hansi Flick, même si Hansi Flick derrière est également en train de créer clairement une équipe à son image. En tout cas, jusque-là. On passe maintenant au deuxième enseignement à tirer de cette première partie de saison-là, qui est tout simplement monsieur Rafinha. Alors Rafinha, lui, pour le coup, c'est actuellement lui qui représente cette équipe. C'est lui le symbole de cette équipe de Hansi Flick là, parce que c'est un capitaine dans l'âme, ce joueur. Déjà, en dehors de ses performances, tout ce qu'il fait sur le terrain, observez-le un peu sur le terrain. Déjà, je ne sais pas pourquoi il le fait, mais avant le coup d'envoi, lorsque Ter Stegen est en train de parler avec les arbitres, il est constamment là pour parler avec eux également. Et en plus de ça, chaque fois qu'il y a un de ses coéquipiers qui se fait bousculer, qui se fait maltraiter par l'adversaire, il est constamment là pour le défendre et tout. Et quand tu rajoutes à ça maintenant son apport sur le terrain,
parce qu'il semble avoir trouvé son poste de prédilection, ce poste dans le demi-espace gauche où il est faux ailier gauche, où il peut combiner avec Lewandowski, où il peut être proche de lui. Franchement, tu as un Rafinha qui est totalement irrésistible. Et ce qu'on lui reprochait, en tout cas depuis qu'il est revenu au Barça, c'était la justesse technique. Et là, tu as l'impression qu'il est en confiance, il fait des dribbles, il réussit ses accélérations, il est très à l'aise techniquement. Le centre c'est propre, franchement tu as l'impression qu'il est dans un état de grâce. Et quand tu combines également à ça son intensité qu'il met, c'est-à-dire le pressing qu'il peut mettre et tout, tu obtiens un joueur qui est tout simplement monstrueux et un joueur que je pense que Hansi Flick est très ravi d'avoir. Je pense qu'aujourd'hui il fait partie clairement des favoris de monsieur Hansi Flick, même s'il aime toute son équipe et tout, mais je pense quand même qu'il y a des joueurs comme ça où tu sais que quand tu veux faire ton 11, tu le coches d'office sur le 11 de départ. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, il n'a pas été appelé par le coach brésilien, donc il va pouvoir se reposer lors de la trêve hivernale. Ça va lui permettre d'éviter des blessures et pouvoir revenir très frais lors du retour de la trêve hivernale, en sachant que le Barça va y aller très fort avec un calendrier qui sera compliqué déjà avec le début de saison, mais là ça va s'enchaîner avec Girona, avec Villarreal et tout, donc on aura besoin d'un joueur comme ça en état de grâce. On passe maintenant au prochain enchaînement à retenir de ce match-là qui est tout simplement monsieur Dani Olmo. Alors lui, ça fait la deuxième fois qu'on parle de lui parce qu'on avait déjà parlé de lui après son entrée fracassante la dernière fois contre le Rayo Vallecano, mais là on est encore obligé de revenir sur lui. En fait, lui c'est un joueur, vous voyez Martin Odegaard à Arsenal. Quand il y a des triangles qui se forment, ça dit que Odegaard c'est un numéro 10 de l'équipe. Il peut aller combiner sur le côté gauche avec Martinelli et Zinchenko, et il peut aller combiner à droite également sur le côté avec Saka et Ben White. Et bien c'est exactement la même chose que fait Dani Olmo avec le Barça. Il peut aller combiner à gauche avec Rafinha, Pedri, Balde. Il peut aller combiner également à droite avec Lamine Yamal et avec Koundé également. Ce qui fait que chaque fois, quand il est dans une zone, il soulage ses partenaires en fait. Quand il est dans la zone droite avec Lamine Yamal et qui combine avec lui, il le décharge de cette responsabilité-là et il décharge un peu Jules Koundé aussi de la responsabilité de trop monter parce qu'à chaque fois, il propose une solution dans l'intervalle entre les lignes et tout. Et c'est très intéressant d'avoir ce genre de joueur-là parce que ça décharge un joueur comme Lamine Yamal qui est très jeune de toute la pression offensive en fait. Et quand il est au milieu de terrain, dans ce poste numéro 10 là, derrière l'attaquant, il combine également avec Pedri. Et là, je pense qu'on est en train de récolter les fruits de leur entente depuis des années. Parce que Dani Olmo et Pedri, c'est pas aujourd'hui, ils se connaissent depuis des années. Et tu sens qu'à chaque combinaison, c'est des gars qui ont tellement joué ensemble, qui se connaissent et qui se trouvent les yeux fermés. Sans se regarder, ils savent déjà là où l'un est, là où l'autre est et tout. Et il fait également la même chose avec Lewandowski. Il soulage beaucoup Lewandowski dans son poste de numéro 9 là, un peu comme Müller le faisait avec lui. L'année passée, si vous vous rappelez bien, Lewandowski s'était plaint du fait qu'il n'y avait pas assez de joueurs proches de lui. Mais avec un joueur comme ça, proche de Lewandowski, il peut également occuper certains défenseurs en sachant que généralement l'année passée, Lewandowski était pris systématiquement par deux défenseurs. Et à son âge, c'est beaucoup compliqué de rivaliser avec eux. Donc du coup, quand il a un joueur comme ça qui joue proche de lui et qui peut attirer certains défenseurs, il peut en avoir un qui va se libérer dans la défense centrale et lui, il aura juste un défenseur à gérer finalement, un peu comme ça se passait avec Müller à l'époque au Bayern. Donc franchement, Dani Olmo, c'est un joueur qui est très intéressant dans l'animation offensive du Barça complet. Et il soulage beaucoup trop de joueurs de par sa mobilité. Donc franchement, Dani Olmo c'est un excellent joueur aussi. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais pour le moment quand même, il fait 2 matchs de grand acabit et il lance totalement sa saison avec le FC Barcelone. On passe maintenant au 4e enseignement à retenir de cette première partie de saison, qui est tout simplement le quid du numéro 6 du FC Barcelone. Comment on va faire pour le numéro 6? Alors dans ce match-là contre Valladolid, il y a Casado qui a joué à ce poste numéro 6 et on l'a vu, je pense que c'est des consignes de Flick qui le disait même en interview d'avant-match. Casado n'est pas du tout monté, Casado est resté fixe devant la défense et on sait tous que Casado de base c'est un joueur qui joue en double pivot et c'est un joueur qui a besoin d'un Bernal qui est fixe devant la défense à côté de lui pour que lui, il puisse monter, il puisse porter le ballon, il puisse aller tenter des frappes et tout. Mais là, dans ce match, on a vu qu'il est resté fixe devant la défense. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que quand tu as un Pedri à côté de toi qui peut t'aider à relancer et tout,
tu as un Olmo qui peut gérer offensivement. Et tu as plein de joueurs, Lamine Yamal et tout. Tu n'as pas besoin également de monter, de laisser des espaces derrière. 7 pour le moment. Il a joué 6, mais c'est contre Valladolid, tu as largement la possession. Donc, ce n'est pas un échantillon qui est assez représentatif de ce que ça pourrait être dans les grands matchs. Mais c'est quand même déjà un bon début. Et Eric Garcia aussi. Eric Garcia, franchement, c'est un joueur qui, chaque fois quand il rentre en numéro 6, il fait de très très bonnes choses. Déjà, on l'avait vu contre Bilbao, quand il est rentré, il a fait de très bonnes choses. Et là également, contre Valladolid, 7, ce n'est que Valladolid, mais il fait également de très très bonnes choses. Et tu sens que entre Christensen qui jouait 6 et Eric Garcia qui joue 6, c'est le jouer la nuit en fait. Parce que Eric Garcia, je pense qu'il est beaucoup plus habitué à ce poste de numéro 6 là, avec une capacité à se retourner, à faire des passes, à voir. Parce que Christensen aussi, c'était ça l'inconvénient avec lui. C'est que quand il jouait au poste de numéro 6, 7, il dépannait. On savait que c'était pas son vrai poste, mais le truc c'est que balle au pied, il était très très limité. 7, sans le ballon, il a des atouts physiques naturels de par son poste de défenseur central qui font que il est très à l'aise pour casser le jeu et tout, mais avec ballon au pied, des fois il tuait des actions à lui tout seul parce que tu lui donnais le ballon, il y avait un appel, il ne prenait pas le risque de passer le ballon au bon moment, c'est parce que c'est pas un réflexe qu'il a. Mais Eric Garcia, je trouve qu'il réussit mieux ce truc-là. Mais on va voir également quand il y aura les grandes échéances, le Bayern Munich, la Ligue des Champions et tout. Donc tout ça, ça reste à confirmer. Et dans la continuité de cet enseignement-là, le 5e enseignement à retenir de cette première partie de saison du Barça, c'est tout simplement l'effectif à long terme. Parce qu'au début de la vidéo, je vous montrais l'effectif du Barça. Vous allez voir que ce n'est pas un effectif qualitatif et quantitatif. Déjà, en termes de nombre, on a besoin de beaucoup plus de joueurs que ça. On ne se rend pas compte, mais il y a 2 matchs en plus de la Ligue des Champions. Si tu ne te qualifies pas parmi les 8 premiers, tu risques de jouer les barrages. En même temps, tu vas jouer la Liga, tu vas jouer la Ligue des Champions, bien sûr. La Coupe du Roi, la Super Coupe en janvier. Donc, il y a extrêmement de matchs qui vont venir. Et quand tu as ce genre d'effectif là, c'est pas évident que tu puisses tourner. Parce que là, on a le 11 qui a massacré Valladolid. Mais quand tu vas sortir des joueurs phares comme Lamine Yamal, comme certains titulaires et tout, à ces postes-là, tu auras des remplaçants qui seront très très légers. Au poste de latéral gauche, par exemple, tu as joué Gérard Martin qui est là. Et on a vu ce que ça a donné contre Valladolid, qui est une équipe qui était rentrée dedans avec de l'intensité. Donc, l'effectif de ce Barça-là à long terme, ça va devenir très très problématique. Et là, en l'occurrence, comme on est en train de gagner, il y a plein de joueurs qui sont en train de, il y a plein de gens qui sont en train de dire Gundogan, on ne voit pas son absence, on ne sent pas du tout son absence, Daniel Moch et tout et tout. Le truc, c'est que là, on ne peut pas voir son absence en fait, parce qu'on ne joue que le championnat. Mais quand il va falloir enchaîner tous les 2 jours, tous les 3 jours et tout, et que tu n'auras pas la possibilité de chaque fois mettre 11 types, parce que tu vas devoir le faire reposer aussi, c'est là qu'on va commencer à sentir l'absence d'un tel joueur. Donc pour l'instant, ce qui me fait un peu peur par rapport à ce Barça-là, c'est plus l'effectif, c'est plus le banc qu'on a, parce que ce banc-là n'est pas du tout au niveau des titulaires. Alors je n'insulte pas les remplaçants, mais c'est un constat qui est clair quand même, parce que tout de suite, quand tu vas retirer les Daniel Olmo, les Lamine Yamal, les Pedri et tout, la qualité que tu auras sera beaucoup moins élevée. Mais on compte également sur le retour de blessures de certains joueurs qui le sont actuellement. Après la trêve, je pense qu'il y aura le retour de Fati ou de Young s'il ne fait pas son opération. Donc, ils viendront renforcer cette équipe-là. Voilà les amis, c'est tout pour les 5 enseignements de ce début de saison. À noter que ces 5 enseignements-là ne sont que des enseignements partiels en fonction de ce qu'on a vu, parce qu'on ne peut que juger au présent et on espère que ça sera de bonnes augures pour la suite, mais ce n'est que des enseignements partiels sur le moment, ce n'est pas des enseignements définitifs. Il y a plein de choses qui vont changer, il y a peut-être plein de nouveaux joueurs qui vont prendre la place de joueurs qui sont en train de réussir actuellement, donc on verra comment ça va se passer. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.